Je m'appelle Théa Anders et j'ai 29 ans. Tu as toujours été notre plus grande déception, a dit ma mère en faisant glisser un stylo sur la table pour que je puisse signer la renonciation à mon héritage, devant 12 membres de la famille. C'était il y a 3 ans. Je suis sorti de la maison de mes parents cet après-midi-là avec rien. Pas d'argent, pas de famille, pas de filet de sécurité. Ma sœur, Victoria, a tout pris. Le domaine de 4 millions de dollars, la maison de plage, les comptes d'investissement. Mon père ne m'a même pas regardé quand je suis parti. Ce coquin de ne savait, ni ma mère, ni mon père, ni ma sœur parfaite, c'était ce qu'un simple coup de téléphone entre 2 avocats allait révéler 3 ans plus tard. Et quand mon père a finalement entendu le chiffre, il a répété les 2 mêmes mots encore et encore, comme un homme qui venait de voir son monde entier basculer. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour liker et vous abonner. Mais seulement si vous vous connectez vraiment à cette histoire. Indiquez votre ville et leur local dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un dimanche après-midi de mars, le jour où ma famille m'a fait asseoir et m'a effacé. L'appel arrive un mercredi soir. Je suis assise en tailleur sur le sol de mon studio à New Haven, entouré d'échantillons de tissus et de plans au sol pour la rénovation du salon d'un client. Mon premier vrai projet solo, 800 €. J'en suis fier. Le nom de ma mère illumine l'écran. Réunion de famille ce dimanche. Ne sois pas en retard. Pas d'explication, pas de chaleur, juste des instructions. J'ai failli ne pas y aller. Quelque chose dans son ton semble faux, plus tranchant que d'habitude, plus répété, mais c'est la famille. Et malgré tout, je me présente toujours quand ils appellent. Ça a toujours été mon problème. Le matin du dimanche, je conduis 3 heures de New Haven au comté de Fairfield. La pluie de mars ne s'est pas arrêtée depuis des jours, et les essuie-glaces battent un rythme dont je n'arrive pas à me défaire. Quand je tourne sur Ridgewood Lane, la maison s'élève à travers la grisaille. Façade en pierre, volets noirs, le genre de maison qui semble avoir été construite pour intimider. J'ai grandi ici. Je ne l'ai jamais sentie comme mienne. À l'intérieur, 12 personnes sont déjà assises autour de la table de la salle à manger. Grand-mère Rosemary est assise près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux. Oncle Robert est à côté d'elle, la mâchoire serrée. Tante Janet, 3 cousins, tout le monde habillé comme pour quelque chose de formel. Au bout de la table est assis Monsieur Whitfield, l'avocat spécialisé dans les successions de mes parents, aux cheveux argentés, lunettes de lecture sur une chaîne, un épais dossier en cuir ouvert devant lui. Mon père, Richard, se tient derrière sa chaise, les bras croisés. Il ne me salue pas. Ma mère, Patricia, désigne un siège vide à l'autre bout, le seul qui reste. Et là, à la droite de mon père, est assise Victoria. Ma sœur aînée, blazer repassé, boucle d'oreille en perles. Elle ne me regarde pas non plus, mais sa posture dit tout. Elle sait déjà ce qui arrive. Sur la table, devant ma chaise vide, je vois un seul document. Mon nom est imprimé en haut. Je ne peux pas lire le reste avant que mon père ne se racle la gorge. Assieds-toi, Théa. Ça ne prendra pas longtemps. Je m'assieds. La chaise est froide. Mon père ne perd pas de temps. Il fait un signe de tête à Monsieur Whitfield, qui ouvre le dossier en cuir et commence à lire sur ce ton juridique plat qui dépouille tout de son émotion. La succession, la totalité, est transférée à Victoria Anders. La maison sur Ridgewood Lane, le cottage de plage à Mystique, les comptes d'investissement, le fonds fiduciaire établi par mon grand-père. Valeur totale estimée, 4 millions de dollars, chaque centime, chaque mur, chaque souvenir qui était censé être partagé. Le nom de Victoria apparaît sur chaque ligne. Le mien n'apparaît nulle part. Je regarde mon père. Et moi? Il ne répond pas. Il ajuste son bouton de manchette et fixe un point juste derrière mon épaule. Ma mère remplit le silence. Elle attendait ça. Tu as toujours été notre plus grande déception. Elle le dit comme quelqu'un lit une liste de courses. Calme. Définitif. Nous n'allons plus faire semblant. La pièce ne bouge pas. Grand-mère Rosemary baisse les yeux sur ses mains. Oncle Robert bouge sur son siège, mais ne dit rien. Tante Janet étudie la table. Mes cousins évitent mon regard comme si j'avais déjà cessé d'exister.
Victoria reste parfaitement immobile. Elle ne parle pas, mais je le surprends. Le plus petit tiraillement au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire. Assez proche. Monsieur Whitfield se racle la gorge. Il fait glisser le document plus près de moi. Une renonciation au droit de succession. Des onglets prémarqués indiquent déjà où signer. Nous aurons besoin de votre signature pour finaliser. Je regarde le stylo. Je regarde ma mère. Son menton est levé. Elle me met au défi de faire une scène. Je prends le stylo. Ma main est stable. Cela me surprend moi-même. Je t'ai entendu, maman. Je signe. Je me lève avant que l'encre ne soit sèche. Personne ne m'arrête. Personne ne dit, attends. Personne ne dit, est-ce que ça va? La pièce expire alors que je m'éloigne de la table, pas de soulagement, mais avec la compréhension collective que la partie inconfortable est terminée pour eux. Je marche dans le couloir vers la porte d'entrée. Mes pas résonnent sur le bois dur. Sur ma gauche, le mur de photos. Je suis passé devant 1000 fois. 3 photos encadrées. La remise de diplôme de Victoria à la faculté de droit. Elle acceptant le prix du doyen. Elle debout entre maman et papa sur un balcon à Rome. Des cadres argentés parfaitement espacés. Il n'y a aucune photo de moi. J'ouvre la porte d'entrée. La pluie ne s'est pas arrêtée. Mon téléphone vibre avant que j'atteigne ma voiture. Un SMS de Victoria. Sans rancune, hein? C'est juste les affaires. Je le fixe pendant 10 secondes, puis je le supprime. Le trajet de retour vers New Haven prend 3 heures. Je tiens 20 minutes avant de m'arrêter sur le bas-côté. Je me gare sur l'accotement de l'île 95, j'éteins le moteur, et je reste assise là. Les voitures passent en flou. La pluie martèle le toit. Je ne pleure pas. Je ne crie pas. Je reste juste avec ça. Le poids d'être soustraite de sa propre famille comme une ligne sur un tableur. 40 minutes. Puis je redémarre la voiture. Quand je rentre chez moi, mon appartement est exactement comme je l'ai laissé. Des échantillons de tissu sur le sol, le plan du client épinglé au mur, un bol de céréales sur le comptoir datant du petit déjeuner. Je vérifie mon compte bancaire. 3200 €, pas de famille, pas de relation, personne pour m'aider. Je m'assieds sur le sol de la cuisine ce soir-là et je fais une liste. Pas de ce que j'ai perdu, mais de ce que j'ai encore. C'est une liste courte, mais c'est la mienne. Le premier client annule un mardi. Salut Théa. Nous avons décidé de prendre une autre direction. Bonne chance. Pas d'explication. J'envoie une réponse polie et je passe à autre chose. Ces choses arrivent. La deuxième annulation arrive 4 jours plus tard. Celle-ci pique davantage. C'était une rénovation complète de cuisine. 3 semaines de planification, mesures déjà prises. La propriétaire appelle au lieu d'envoyer un email. Nous avons entendu dire que vous traversez des problèmes personnels, dit-elle prudemment. Nous pensons qu'il vaut mieux travailler avec quelqu'un de plus stable en ce moment. Je demande qui lui a dit ça. Elle hésite. Je préfère ne pas le dire. Quelque chose de froid s'installe dans mon estomac. 2 annulations en une semaine. Les 2 utilisant un langage qui semble avoir été soufflé. Les 2 s'éloignant pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mon travail. Je prends des petits boulots. Un rafraîchissement de salon pour une location, 800 €. Une consultation couleur pour un couple à West Haven, 200 €. Je mange des céréales au dîner 3 soirs par semaine. Pas parce que je romantise la lutte, mais parce que les céréales coûtent 3,49 € la boîte. Toucher le fond n'est pas dramatique. C'est calme. C'est diviser une boîte de pâtes en 3 repas et appeler ça faire un budget. La 3e semaine, j'essaie la seule bouée de sauvetage familiale qu'il me reste. Oncle Robert, le frère cadet de mon père. Il a toujours été plus doux que papa. Il m'a dit un jour que mon œil pour la couleur lui rappelait grand-mère Rosemary. Théa, je t'aime, dit-il au téléphone. Mais ne me tire pas au milieu de ça. Il raccroche et je comprends qu'il n'y a pas de milieu. Il y a la famille Anders et il y a moi. 2 pays séparés maintenant. Ce soir-là,
Un email arrive d'une adresse que je ne reconnais pas. Quelqu'un demandant une consultation de design pour un Pentouse à Hartford. Budget conséquent. J'ai failli le supprimer. Ça semble trop beau pour être vrai. Je ne le supprime pas. La vérité me trouve dans un café sur Chapel Street. C'est un samedi matin, environ 6 semaines après la réunion. Je revois des croquis pour la rénovation d'une salle de bain, le seul projet qu'il me reste, quand une femme s'approche de ma table. Claire Duton, une ancienne cliente. J'avais redessiné son bureau à domicile l'automne précédent. Théa, je me disais bien que c'était toi. Elle s'assoit sans demander. Son visage est étrange. Moitié culpabilité, moitié curiosité. Je dois te demander quelque chose. Est-ce que tu fais toujours du design? Bien sûr. Pourquoi? Elle remue son café lentement. Parce que ta sœur m'a dit que tu ne l'étais plus. Les mots atterrissent comme une gifle. Victoria t'a appelé. Pas directement. Elle l'a mentionné lors d'un dîner. Elle a dit que tu avais pris du recul par rapport au business. Que tu traversais une période difficile. Claire fait une pause, me regarde comme si elle décidait de ce qu'elle allait partager. Elle a aussi dit que tu avais été écartée de la famille pour des raisons dans lesquelles elle ne pouvait pas entrer. Elle a fait en sorte que ça paraisse sérieux, Théa. Comme si c'était légal. Quelques personnes à ce dîner étaient dans l'immobilier. Les rumeurs circulent. Je pose mon crayon. Mes mains tremblent. Pas de tristesse cette fois, mais de quelque chose de plus dur. Est-ce qu'elle a dit quelles étaient ses raisons? Non. C'est ce qui a rendu la chose pire. Elle a laissé ça ouvert. Les gens ont rempli les blancs. Je comprends maintenant. Les annulations, la distance soudaine. Victoria n'a pas seulement pris mon héritage. Elle salait la terre derrière moi. Calmement, socialement, avec un déni plausible. Pas d'empreinte digitale, juste des murmures lors de dîner. J'ai envie de l'appeler. J'ai envie de crier. Au lieu de cela, je remercie Claire. Je finis mon café et je prends une décision juste là, assise dans ce box avec mon latte à 6,50 € et ma liste de clients ruinés. Je ne confronterai pas Victoria. Je ne supplierai pas mes parents. Je reconstruirai ailleurs. Là où elle ne peut pas m'atteindre. 3 mois après la réunion, je brise ma propre règle et j'appelle ma mère. Pas pour supplier, pas pour pleurer. J'ai besoin d'une réponse. Elle décroche à la 3e sonnerie. Théa. Pas une question, pas une salutation, juste une reconnaissance que j'existe encore. Est-ce que tu l'as planifié, maman? Silence. La réunion, les 12 personnes, Monsieur Whitfield, tout ça. Est-ce que c'était planifié? Nous avons fait ce qui était le mieux pour la famille. Pour la famille ou pour Victoria? Victoria ne nous a jamais donné de raison de nous inquiéter. Je ne vous en ai jamais donné non plus. Silence plus long cette fois. Je l'entends respirer. J'entends le robinet de la cuisine qui goutte. Celui que papa a l'intention de réparer depuis 7 ans. Étrange, les détails dont on se souvient quand sa mère décide si elle va être honnête avec vous. Théa, sa voix s'adoucit, mais c'est la douceur de quelqu'un expliquant quelque chose à un enfant. Si tu nous avais écoutés depuis le début, si tu avais fait du droit, ou au moins obtenu un vrai travail, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as choisi ça. C'est là, le cœur du problème. Dans le monde de Patricia Anders, l'obéissance équivaut à l'amour. J'ai désobéi, donc je ne suis pas qualifié. C'est la dernière fois que j'appelle ce numéro. Ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique, maman. Je suis clair. Je raccroche et je tiens parole. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mais. Pas ce mois-là. Pas le mois suivant. Le silence entre nous devient un mur. Et chaque jour où je ne tends pas la main vers le téléphone, il grandit d'1 pouce de plus. Je ne suis plus en colère. C'est la partie dont personne ne vous parle quand on coupe les ponts. Finalement, la rage s'épuise et ce qui reste est juste calme. Un calme terrible et constant qui ressemble beaucoup à la liberté. 4 mois plus tard, Victoria envoie le premier email. Objet, pensée pour toi. Le corps du texte est long, soigneusement écrit, et dégoulinant de sollicitude.
Je veux que tu saches que je n'ai eu aucune part dans leurs décisions. Maman et papa ont agi seuls. J'ai essayé de les dissuader, mais tu sais comment est papa. J'espère que tu vas bien. Je m'inquiète pour toi. Je le lis 2 fois. Pas parce qu'il est convaincant, car il ne l'est pas. Chaque phrase est construite comme une défense juridique. Pas d'aveu, pas de détails, pas de responsabilité. Cet email n'est pas pour moi. C'est une assurance. Si les choses explosent un jour, Victoria pourra le montrer et dire, vous voyez, j'ai tendu la main. J'étais la sœur attentionnée. Je ne réponds pas. 2 semaines plus tard, un deuxième email, plus court, plus direct. J'ai entendu dire que tu as des difficultés financières. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu n'as pas à faire ça toute seule. Demande simplement. Demande simplement. Les 2 mots les plus chargés de la langue anglaise quand ils viennent de quelqu'un qui a le pied sur votre cou. J'ai lu celui-ci une fois, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Mais quelque chose me fait arrêter. Un petit instinct, le genre qui vit au fond de votre cerveau où se prennent les décisions de survie. J'ouvre l'ordinateur à nouveau. Je crée un nouveau dossier dans ma boîte de réception. Je l'étiquette simplement V et je glisse les 2 emails dedans. Je ne sais pas ce que je ferai avec. Je ne sais même pas s'il compte, mais mes tripes me disent de garder une trace. Victoria est méticuleuse. Elle prévoit 3 coups d'avance. Si elle envoie des emails aussi polis, c'est qu'elle construit un récit, et je devrais en garder un aussi. La gentillesse de Victoria venait toujours avec une facture. Je n'avais juste jamais pensé à vérifier les petits caractères avant. Le pantouse de Hartford change tout. L'email mystère de la 3e semaine s'avère appartenir à une femme nommée Margaret Callaway, 62 ans, self-made woman, propriétaire de biens commerciaux à travers le Connecticut et la Caroline du Nord. Des yeux perçants, des bagues en argent à 3 doigts, le genre de poignée de main qui vous dit qu'elle a été sous-estimée toute sa vie et qu'elle a aimé prouver aux gens qu'ils avaient tort à chaque fois. Nous nous rencontrons au Pantouse, 18e étage, surplombant Busnell Park. L'espace est un désastre. Le locataire précédent a vidé la cuisine et est parti. Murs mis à nu jusqu'au gypse, tuyaux exposés. La plupart des designers verraient un problème. Je vois une cathédrale. Margaret me regarde parcourir les pièces pendant 40 minutes. Je ne fais pas de discours. Je ne vends rien. Je me déplace simplement dans l'espace, touchant les surfaces, mesurant les angles de lumière avec ma main, m'accroupissant pour vérifier les lignes de vue. Quand j'ai fini, elle se tient dans l'embrasure de la porte, les bras croisés et le plus léger des sourires. Vous voyez l'espace différemment de tous ceux que j'ai rencontrés. Le projet prend 5 mois. Budget 120 000 €. Plus d'argent que je n'en ai jamais eu sous ma responsabilité. Je ne dors pas beaucoup. Je source des matériaux dans des casses et des ateliers d'artisans. Chaque choix est délibéré. Chaque coin raconte une histoire. Quand c'est fini, Margaret parcourt le Pantouse terminé et ne dit pas un mot pendant un long moment. Puis elle se tourne vers moi. J'ai 3 collègues qui ont besoin de quelqu'un exactement comme vous. En 2 mois, j'ai 4 projets actifs. Des vrais, pas des rafraîchissements de salon à 800 €, mais des refontes résidentielles complètes avec des clients qui m'ont trouvé grâce au nom de Margaret. Au dîner un soir, Margaret mentionne quelque chose qui s'enregistre à peine à ce moment-là, mais plus tard, bien plus tard, cela aura une importance énorme. Je m'intéresse à l'hôtellerie de charme. Si jamais vous voulez investir votre temps, pas de l'argent, j'aimerais qu'on discute. Je n'investis pas dans les gens qui ont besoin d'être sauvés, me dit-elle. J'investis dans les gens qui ont juste besoin d'une porte. 8 mois après la réunion de famille, je quitte le Connecticut. Le projet d'hôtel-boutique de Margaret est à Asheville, en Caroline du Nord, une ville construite dans les montagnes Blue Ridge, pleine d'artistes, de randonneurs et de gens qui ont choisi un genre de vie différent. Cela semble être le bon endroit pour arrêter de fuir et commencer à construire. Je charge ma voiture, une Honda Civic de 12 ans avec une bosse sur la porte passager, et je conduis vers le sud. Tout ce que je possède tient dans le coffre et sur le siège arrière. Des échantillons de tissu, une boîte de livres, 3 plantes d'intérieur que je refuse de laisser derrière. À Asheville, je loue un appartement d'une chambre au-dessus d'un atelier de poterie. Les planchers grincent. La pression de l'eau est une suggestion. C'est parfait.
Je dépose les papiers pour une SARL. Je choisis le nom avec soin. Aldea Interior. Pas de Anders nulle part. Un nouveau départ a besoin d'un nouveau nom. Margaret et moi formalisons notre arrangement. Elle investit 150 000 € dans Aldea Interior. Pas de la charité, un accord commercial avec des conditions, des marges et des étapes. Je gère le design. Elle me connecte avec des propriétaires cherchant à rénover des espaces commerciaux. Les profits sont partagés en pourcentage. Tout est documenté. Je travaille 14 heures par jour. Certaines nuits, je m'endors à mon bureau avec un crayon encore à la main. Je ne vérifie pas les réseaux sociaux. Je n'appelle pas le Connecticut. Le monde d'où je viens rétrécit un peu plus chaque semaine jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose que j'ai vu dans un film autrefois. Puis un mardi matin, mon téléphone vibre avec un nom que je n'ai pas vu depuis des années. Daniel Reeves, un ami de fac, maintenant avocat immobilier à Charlotte. Il a repéré Aldea Interior dans un dépôt d'entreprise en Caroline du Nord. C'est toi. Thea Anders à la tête d'une boîte de design? Félicitations. Un café un de ces jours? Pour la première fois en 8 mois, je souris sans y penser. Je tape en retour, dis-moi où. Daniel Reeves ressemble exactement à mes souvenirs. Grand, légèrement froissé, le genre de type qui porte un costume comme s'il lui rendait service. Nous nous rencontrons dans un café au centre-ville de Charlotte. Il commande un café noir. Je commande la même chose. Certaines choses ne changent pas. Nous prenons des nouvelles. Il pratique le droit immobilier depuis 5 ans. De bons clients, du travail régulier. Il demande à propos d'Aldea Interior. Je lui dis les bases. Hôtellerie de charme, rénovation commerciale, l'investissement de Margaret. Il écoute attentivement. Les avocats le font toujours. Puis je lui raconte la partie que je n'ai pas dite à beaucoup de gens. La réunion, la signature, les 12 proches, les mots de Patricia. Daniel pose sa tasse. Son expression passe d'amicale à concentrée. Attends, ta sœur Victoria Anders? Oui. Du comté de Fairfield, elle travaille dans un cabinet à Stanford. C'est elle. Pourquoi? Il reste silencieux un moment, faisant tourner quelque chose dans sa tête. Son nom est apparu dans une transaction que j'examinais la semaine dernière. Une affaire commerciale dans le sud-est. Elle était en copie sur une chaîne de mai entre un courtier et un groupe de gestion immobilière. Ça n'a pas de sens. Victoria ne fait pas d'immobilier commercial. C'est ce que je pensais. Il se penche en avant. Thea, dans ses emails, ta sœur les mettait en garde contre toi. Elle disait que tu n'étais pas fiable, que ta famille avait coupé les ponts avec toi pour de sérieux problèmes financiers. Elle a utilisé ton nom complet. Le café a un goût de cendre. Elle leur a dit de ne pas travailler avec quiconque connecté à Thea Anders. Je ne parle pas. Le bruit du café remplit le vide. Machine à expresso. Rire. La playlist de quelqu'un qui saigne à travers des haut-parleurs bon marché. Daniel m'observe attentivement. Ne fais rien pour l'instant, dit-il. Laisse-moi regarder ça. Mais Théa, si c'est ce que je pense, ta sœur n'était pas seulement favorisée. Elle travaillait activement contre toi. Je hoche la tête. Mes mains sont à plat sur la table, stables. Mais sous la surface, quelque chose bouge. Je dois mettre l'histoire en pause ici une seconde parce que c'est le moment où tout se divise. Si vous étiez moi, si vous veniez de découvrir que votre propre sœur agissait dans votre dos, sabotant votre nom, s'assurant que vous ne pouviez pas reconstruire, que feriez-vous? La confronteriez-vous, ou continueriez-vous à construire en silence? Laissez votre réponse dans les commentaires. A pour confronter, B pour silence. Et si cette histoire vous touche de près en ce moment, ce bouton d'abonnement est juste là. C'est gratuit. Ça aide plus que vous ne le pensez. Ok, continuons, parce que ce qui s'est passé ensuite. Je ne l'ai pas vu venir non plus. 18 mois après avoir quitté le Connecticut, Aldea Interior termine son 12e projet. Je tiens un journal courant dans un carnet en cuir que Margaret m'a donné. Chaque projet, chaque chiffre. 12 rénovations. Chiffre d'affaires annuel, 1,2 million de dollars.
Ça ne semble toujours pas réel quand je l'écris. Margaret et moi faisons notre première acquisition majeure, un bâtiment commercial négligé dans le sud d'Asheville. 3 étages, extérieur en briques, condamné par la ville 2 ans auparavant. Tout le monde nous dit que c'est un gouffre financier. Nous voyons autre chose. Je redessine l'intérieur. Margaret gère les permis et le zonage. Nous y versons 6 mois et chaque dollar disponible. Quand c'est fini, le bâtiment abrite 4 locataires de détail de luxe et 2 studios de design. Profit net après rénovation, 340 000 €. Mon nom commence à apparaître dans les magazines de design régionaux. Un article dans Asheville Home & Design. Une mention dans une newsletter immobilière de Charlotte. De petites reconnaissances, mais elles signifient tout pour quelqu'un à qui on a dit qu'elle ne deviendrait jamais rien. J'embauche 3 employés, un chef de projet, un assistant designer, un comptable qui me garde honnête. Nous travaillons depuis un espace d'entrepôt converti qui sent la sueur et la peinture fraîche. Je conduis toujours la Honda Civic, je vis toujours dans une pièce au-dessus de l'atelier de poterie, je mange toujours mon déjeuner à mon bureau. L'argent grandit, mais ma vie reste petite, à dessein. Puis un soir, autour d'un plat thaï dans la cuisine de Margaret, elle dit quelque chose qui arrête mes baguettes en plein air. Il y a une parcelle de terrain à Westport, dans le Connecticut. Elle vient d'arriver sur le marché. C'est adjacent à des domaines résidentiels dans la région du comté de Fairfield. Elle observe mon visage. Je sais ce qu'elle me dit. Westport borde le quartier de mes parents. Je ne bronche pas. Envoie-moi l'annonce. 3 ans après le jour où j'ai signé ces papiers, j'entre au gala de charité annuel de l'association immobilière du Connecticut au Marriott de Hartford. J'ai failli ne pas venir. Quand Margaret l'a mentionné 200 invités, tenue de soirée, tous les noms de l'immobilier du Connecticut, mon premier instinct a été de dire non. Je ne suis pas prête à me tenir dans une pièce pleine de gens qui pourraient connaître ma famille, qui pourraient avoir entendu la version de Victoria de mon histoire. Mais Margaret ne me laisse pas me cacher. Tu es mon associé, Théa. Tu as ta place dans cette pièce. Alors, me voilà. Robe noire, simple, pas de bijoux, cheveux lisses et propres. Je ressemble à quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et pour la première fois, ce n'est pas une performance. La salle de bal est éclairée d'or. Champagne sur des plateaux d'argent. Quatuor à cordes dans le coin. 200 personnes en costume sombre et robe de créateur. Réseautage sous des lustres en cristal. Je les vois avant qu'ils ne me voient. Mon père se tient près du bar, parlant avec Monsieur Whitfield, le même avocat qui a glissé ce document vers moi il y a 3 ans. Ma mère est assise à une table ronde avec tante Janet, le dos droit, ses perles accrochant la lumière. Et Victoria. Elle est à l'autre bout de la pièce, en pleine conversation avec un groupe d'hommes aux cravates coûteuses, riant, gesticulant, dans son élément. Ma poitrine se serre. 3 ans de silence et mon corps réagit encore à eux comme un système d'alarme. Margaret pose une main sur mon bras. Respire. Je respire. Puis Patricia tourne la tête. Nos yeux se croisent à travers 20 mètres de sol poli. Son verre de champagne s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. Victoria remarque l'expression de sa mère, suit son regard, me trouve pendant une seconde entière. Personne ne bouge. Puis Margaret marche droit vers la table des Anders et je marche avec elle. Margaret tend la main à Monsieur Whitfield comme s'ils étaient de vieux collègues. Ils le sont probablement. Gérald, contente de vous voir. Elle se tourne avec fluidité, un bras faisant un geste vers moi. Avez-vous rencontré mon associé, Théa Anders, la force créative derrière Aldé Interior? Elle le dit à plein volume. Pas agressif, pas pointu, juste le ton naturel d'une femme présentant quelqu'un dont elle est fière. La moitié des tables environnantes l'entendent. Richard se tourne lentement. Son visage passe par la reconnaissance, la confusion, et quelque chose que je ne peux pas nommer. Il me fixe comme si j'étais un fantôme entré par la mauvaise porte. Patricia récupère en premier. Elle le fait toujours. Théa. Son sourire apparaît comme un interrupteur. Instantané. Pratiqué. Prêt pour la caméra. Quelle surprise. Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi. Elle tend la main vers la mienne. Je la laisse la prendre. Une pression,
puis je me retire. J'apprécie cela, maman. Je vais bien. Victoria apparaît au bord de la table. Elle m'observe comme un joueur d'échecs observe un coup inattendu. Nous avons entendu dire que tu faisais de la décoration. Elle incline la tête, un petit sourire condescendant. C'est mignon. Le mot mignon a atterri exactement comme elle le voulait, dédaigneux, minimisant. Mais Margaret l'a entendu. Elle se tourne vers Victoria avec l'autorité calme d'une femme qui a mangé des gens comme ça au petit déjeuner pendant 40 ans. Décoration? Aldé Interior gère un portefeuille commercial de 6 millions de dollars. J'appellerais difficilement cela de la décoration. La table devient silencieuse. Un homme assis à côté de Monsieur Whitfield baisse son scotch. Deux femmes derrière nous arrêtent leur conversation. Le sourire de Victoria ne disparaît pas. Il gèle. Un collègue de Victoria, un avocat immobilier que je ne reconnais pas, se penche. Aldé Interior, c'est à elle? Nous venons de les engager pour notre projet à Stanford. Le visage de Victoria devient blanc. Je reste parfaitement immobile. Je ne suis pas venu ici pour prouver quoi que ce soit. Je suis venu parce que j'étais invité. Et pour l'instant, c'est assez. Une semaine après le gala, l'appel téléphonique a lieu. Je ne suis pas là pour ça. Daniel me le raconte après, assis en face de moi à son bureau à Charlotte, un bloc-notes couvert de notes entre nous. Voici ce qui s'est passé. La propriété de Westport, la parcelle que Margaret et moi achetons, se trouve adjacente au domaine de la famille Anders. La procédure standard exige un relevé de bornage et une vérification de titre. Daniel, en tant que mon avocat, contacte l'avocat attitré de la propriété voisine. Cet avocat est Gerald Whitfield. Daniel passe l'appel. Routine professionnelle. Il identifie l'entité acheteuse. Aldé Interior LLC. Propriétaire et directrice, Thea Anders. Silence sur la ligne. Pas une pause polie. Un long rien sans air. Thea Anders? La voix de Whitfield change de registre. La même Thea Anders du dossier de succession? C'est exact. Un autre silence. Daniel dit qu'il peut entendre Whitfield remuer des papiers sur son bureau. J'aurais besoin de vérifier les finances du côté de l'acheteur pour la conformité standard de l'accord de bornage. Bien sûr, dit Daniel. J'enverrai un résumé. Valorisation totale du portefeuille d'Aldé Interior, incluant les biens immobiliers et les actifs commerciaux, environ 9,4 millions de dollars. Daniel me dit que le silence a duré 15 secondes. 15 secondes. Il le sait parce qu'il a compté. Puis Whitfield a dit très doucement, je vais devoir contacter mon client. C'était tout. Pas de commentaires, pas de questions, juste le son d'un homme recalibrant tout ce qu'il pensait savoir sur une famille qu'il sert depuis 20 ans. Daniel pose son stylo et me regarde à travers la table. Il n'a pas dit un mot pendant environ 15 secondes, Théa. C'est long pour un avocat. Je hoche la tête. Mes mains sont sur mes genoux. Mon pouls est stable. Mais quelque part au fond de ma poitrine, derrière le calme et le professionnalisme et les 3 ans de silence, quelque chose expire. Gerald Whitfield appelle Richard Anders ce même après-midi. J'apprends les détails plus tard par Daniel, par des documents, par la version qui finit par me revenir, que je le veuille ou non. Mais voici ce qui s'est passé dans le bureau de la maison de Ridgewood Lane, derrière une porte en acajou fermée, un mardi ordinaire. Whitfield expose les faits simplement. Une transaction immobilière. Parcelle adjacente. Acheteur, Aldé Interior. Détenu et opéré par Thea Anders. Valorisation nette des actifs combinés, environ 9,4 millions de dollars. Richard ne dit rien pendant un long moment. Puis, c'est impossible. Whitfield répète le chiffre, confirme la documentation, note qu'aucun fonds de la famille Anders n'apparaît nulle part dans la structure du capital de l'entreprise. Elle a construit ça toute seule? Selon chaque dossier que j'ai examiné, oui. C'est impossible. Richard le redit, plus doucement cette fois, comme si le mot était la seule chose à laquelle il pouvait se raccrocher. C'est impossible. Patricia est dans la pièce. Elle écoutait sur haut-parleur depuis le fauteuil près de la fenêtre. Son visage n'a pas bougé, mais sa main agrippe la serviette en lin sur la table d'appoint si fort que ses articulations sont devenues blanches.
Dans le salon, Victoria est au téléphone avec une amie. Sa voix traverse le mur. Tendue. Urgente. Qu'est-ce que tu sais sur Aldea Interior, la société en Caroline du Nord? Tu en as entendu parler? Richard pose le téléphone. Il fixe le mur où 3 photos de Victoria sont accrochées dans des cadres argentés. Puis il regarde l'espace vide à côté d'elle où une photo de Théa n'a jamais été. Je veux l'appeler. La réponse de Whitfield est douce mais ferme. Par le biais des avocats, Richard. Elle a un conseil maintenant. Cela passe par les canaux appropriés. Richard hoche la tête lentement. Et dans ce hochement, quelque chose se brise qui ne se recollera pas. Sa fille a un avocat à cause de lui. Les emails font surface cette même semaine, et ils changent tout. Daniel termine la diligence raisonnable pour l'achat de Westport. Recherche de titres, vérification de privilèges, historique des transactions pour les parcelles environnantes. Routine, ennuyeux. Le genre de paperasse qui fait que les diplômés en droit remettent en question leur choix de vie. Mais enfoui dans une chaîne de correspondance entre un courtage régional et une société de gestion immobilière, Daniel trouve quelque chose qui n'est pas du tout de routine. Un email de Victoria Anders, envoyé 14 mois plus tôt. Adressé à un courtier commercial nommé Paul Erickson. L'objet, info, confidentiel. Le contenu, Victoria exprimant son inquiétude au sujet d'une femme nommée Théa Anders qui pourrait approcher des entreprises sur le marché du Sud-Est. Elle me décrit comme financièrement irresponsable. Prétend que j'ai été retiré de la famille en raison de sérieux problèmes de confiance. Conseille à Erickson de faire preuve de prudence avec quiconque associé à ce nom. Il y a 3 autres emails dans la chaîne. Différents destinataires, même langage, même formulation prudente et dévastatrice. Victoria ne dit jamais rien d'ouvertement faux. Elle implique, elle suggère. Elle laisse le lecteur remplir la pire version de l'histoire. C'est élégant. C'est calculé. Et dans l'État du Connecticut, cela s'appelle une interférence délictuelle dans les relations commerciales. Daniel m'envoie la chaîne. Je la lis une fois, assise à mon bureau à Asheville avec la lumière de la montagne traversant la fenêtre. Je ne crie pas. Je ne pleure pas. Je ferme l'ordinateur portable et je reste assise avec ça pendant 1 heure entière. Puis je l'ouvre à nouveau et j'appelle Daniel. Est-ce que c'est suffisant? Plus que suffisant. Depuis combien de temps tu le sais? Je les ai trouvés il y a 2 jours. Je voulais vérifier avant de te le dire. Je hoche la tête même s'il ne peut pas me voir. Garde-les en sécurité, dis-je. Je déciderai quand je serai prête. Je ne vais pas les utiliser par colère. Je vais les utiliser si elles ne s'arrêtent pas. Laissez-moi sortir de l'histoire juste un instant parce que nous avons atteint le point tournant et je veux vous entendre. Théa a l'épreuve. Elle a l'argent. Elle a tous les droits légaux de porter ça au tribunal. Mais voici la question, si vous étiez elle, poursuivriez-vous votre propre sœur, ou vous éloigneriez-vous et laisseriez-vous votre succès parler de lui-même? A pour poursuivre, B pour s'éloigner. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai lu chacun d'eux jusqu'à présent, et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Revenons-y, parce que ce que Théa décide. Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendriez. 2 jours plus tard, Daniel reçoit l'appel. Monsieur Whitfield, au nom de Richard Anders. Ton formel, mot prudent. Mon client aimerait organiser une réunion avec Madame Anders. Une conversation familiale. Daniel me le demande. J'y réfléchis pendant une journée entière. Je reste avec ça comme j'ai appris à rester avec chaque décision difficile ces 3 dernières années, sans me précipiter, sans réagir, sans laisser l'ancienne version de moi prendre le volant. Puis je dis à Daniel. Non. Si mon père a quelque chose à dire, il peut le mettre par écrit. Richard écrit. La lettre arrive par le bureau de Whitfield sur du papier à lettres personnelles, pas un en-tête légal. Son écriture. Théa. Je suis incroyablement fier de ce que tu as accompli. Je n'en avais aucune idée. J'aimerais te voir. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Peut-on parler? Je la lis à ma table de cuisine. Je la relis debout à la fenêtre. Je la lis une 3e fois assise par terre comme je l'ai fait la nuit où tout s'est effondré. Il est fier. Bien sûr qu'il l'est, parce que maintenant il y a un chiffre attaché à mon nom.
9,4 millions de dollars de validation. Mais où était cette lettre quand je gagnais 800 € par projet? Où était cette fierté quand je mangeais des céréales au dîner? Quand je ne pouvais pas garder un client parce que son autre fille empoisonnait tous les puits dans un rayon de 3 États? Je dicte ma réponse à Daniel. Il l'envoie via Whitfield. Merci, papa. Mais je n'ai pas besoin d'une fierté qui arrive avec 3 ans de retard. J'ai construit ma vie sans elle. Je continuerai sans elle. Une semaine plus tard, Richard envoie une deuxième lettre. 2 mots écrits à l'encre qui a légèrement bavé, comme si sa main tremblait. Je suis désolé. Je la lis. Je la plie. Je la mets dans un tiroir. Je ne réponds pas. Je ne poursuis pas Victoria. Je veux être clair là-dessus. Pas parce que je lui pardonne. Pas encore. Mais parce qu'un procès transforme ma vie en pièce à conviction, et j'ai passé 3 ans à la reprendre. Je ne la rends pas à nouveau. Au lieu de cela, Daniel rédige une lettre de cessation et d'abstention. Elle fait 5 pages, précise et dévastatrice. Elle nomme 4 cas spécifiques de communication diffamatoire. Elle joint la chaîne de mai. Elle cite la loi pertinente du Connecticut sur l'interférence délictuelle dans les relations commerciales. Et elle se termine par une seule déclaration claire. Si Victoria Anders continue de diffuser des informations fausses ou trompeuses concernant Thea Anders ou Aldea Interior LLC, des procédures judiciaires seront engagées sans autre avis. Daniel l'envoie par courrier recommandé au bureau de Victoria au cabinet d'avocats à Stanford. Elle la reçoit un jeudi matin. Je le sais parce que Daniel reçoit une confirmation de lecture à 10h14. À 10h32, Victoria appelle Patricia. J'apprends les détails plus tard par le téléphone arabe que Daniel a discrètement maintenu avec des contacts dans la communauté juridique du Connecticut. Les nouvelles voyagent dans les petits cercles professionnels, surtout quand une avocate reçoit une mise en demeure dans son propre cabinet. Elle a les emails. La voix de Victoria, me dit-on, était plate, contrôlée, mais rapide. La façon dont les gens parlent quand ils calculent les dégâts. Elle a tout ce que j'ai envoyé. Quels emails? Demande Patricia. Tous. Tous ceux que j'ai envoyés aux courtiers, aux gestionnaires immobiliers. À propos de Théa. Une longue pause. Nous allons gérer ça. Patricia dit cela sur le même ton qu'elle a utilisé il y a 3 ans à la table de la salle à manger. Mais ça n'atterrit plus de la même façon. Il y a une fissure dedans maintenant. Ce soir-là, Victoria appelle mon téléphone directement. Première fois en 3 ans. Je regarde son nom illuminer l'écran. Je refuse l'appel. Pas parce que j'ai peur, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire. Les emails font ce que les emails font toujours. Ils voyagent. Je ne les ai jamais fuités. Je ne les ai jamais postés. Je ne les ai jamais mentionnés à personne en dehors de Daniel et Margaret. Mais la mise en demeure arrive au cabinet de Victoria pendant les heures de bureau. Une secrétaire juridique traite la livraison. Un associé gérant examine la page de garde dans le cadre du protocole de risque standard. En une semaine, 2 associés seniors du cabinet de Victoria savent qu'elle a utilisé des canaux professionnels pour diffamer sa propre sœur. En 2 semaines, l'associé gérant a une conversation discrète avec Victoria derrière une porte fermée. Elle n'est pas renvoyée, mais elle est réaffectée. Déplacer des transactions commerciales en contact avec les clients vers la révision de conformité interne. Un bureau sans fenêtre, pas de déjeuner client, pas d'événement de réseautage. Dans la communauté juridique du Connecticut, l'histoire se répand comme tous les potins professionnels. Pas avec des feux d'artifice, mais avec des sourcils levés et des références soigneusement formulées. Situation familiale difficile. Problème de jugement. Pas quelqu'un que vous voulez pour représenter vos intérêts. La réputation de Victoria ne s'effondre pas du jour au lendemain. Elle s'érode. Lentement. De façon permanente. J'en entends parler par Daniel, qui en entend parler par des collègues, qui en entendent parler par d'autres collègues. Je ne célèbre pas. Il n'y a rien à célébrer à regarder quelqu'un démanteler sa propre carrière avec des emails qu'il a choisi d'envoyer. Puis un après-midi, un numéro que je n'ai pas vu depuis 3 ans apparaît sur mon téléphone. Oncle Robert. Théa. Sa voix est plus lourde que dans mes souvenirs. Je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ce jour-là.
La réunion. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû me lever. Je ferme les yeux. Merci, oncle Robert. Ça signifie plus maintenant que tu ne le penses. Il demande s'il peut venir visiter un jour. Je lui dis qu'Asheville est magnifique au printemps. Quand nous raccrochons, je reste assise un long moment. Les emails se sont exposés d'eux-mêmes. Je n'ai pas eu à le faire. La maison sur Ridgewoodland devient plus calme. J'entends des fragments de ce qui se passe via oncle Robert, qui commence à m'appeler un dimanche sur 2. Il garde le ton léger. La météo, son chien, une histoire drôle sur grand-mère Rosemary. Mais parfois, sans le vouloir, il laisse échapper des détails. Richard a arrêté d'aller à sa partie de golf hebdomadaire. Il reste assis dans son bureau pendant des heures. Les étagères sont remplies de revues juridiques qu'il n'ouvrira plus jamais. Et quelque part sur son bureau, Robert l'a vu une fois, il y a une impression, un article de magazine sur Aldé Interior. Ma photo est dans le coin. Richard l'a lu tellement de fois que le papier est doux aux pliures. Patricia tient la ligne. En public, elle raconte à ses amis la même histoire qu'elle raconte depuis 3 ans. Théa a toujours été la difficile. Maintenant qu'elle a de l'argent. Tout le monde veut réécrire l'histoire. Elle dit ça au brunch, au club de lecture, au marché fermier le samedi matin. Mais Robert me dit que tard le soir, il l'a entendue à travers la porte de la salle de bain en train de pleurer. Pas le genre performatif. Le genre qui semble venir d'un endroit dont elle n'admettra pas l'existence à la lumière du jour. Richard envoie une 3e lettre, manuscrite, comme la 2e. Plus longue cette fois. Je ne te demande pas de revenir. Je sais que je n'ai plus ce droit. Je veux juste que tu saches que j'avais tort. Je le vois maintenant. Je te vois maintenant. Je sais qu'il est trop tard. Je la lis assise sur mon porche à Asheville. Les montagnes deviennent dorées. L'air sent la fumée de bois et la pluie. Je pleure pour la première fois en 3 ans. Je me laisse pleurer. Pas de douleur, mais de l'envie douloureuse d'obtenir quelque chose dont vous aviez autrefois désespérément besoin, longtemps après avoir appris à vivre sans. Je plie la lettre. Je la mets dans le tiroir avec l'autre. Je ne réponds pas. Margaret me le dit au dîner un mardi, comme si de rien n'était. Nous sommes dans sa ferme à l'extérieur d'Asheville. Elle a fait du poulet rôti et ouvert une bouteille de vin qu'elle gardait pour aucune occasion particulière. Le feu est bas. Son chat dort sur le fauteuil. Je connaissais ton père. Je pose ma fourchette. Pas maintenant, dit-elle. Il y a 30 ans. Quand je lançais ma première entreprise, Richard Anders était un jeune avocat dans le comté de Fairfield. Vif, ambitieux. Il était l'un de mes premiers conseillers juridiques. Je ne parle pas. Il était bon dans son travail, mais il mesurait tout en chiffres. Revenu, retour sur investissement. Si ça ne pouvait pas être quantifié, ça n'existait pas pour lui. Elle fait une pause. Il m'a dit une fois que je manquais de vision. Que l'immobilier de charme ne passerait jamais à l'échelle. J'ai mis fin à son mandat cette semaine-là. 1 an plus tard, mon entreprise surpassait toutes les projections qu'il avait faites. Elle me regarde à travers la table avec une stabilité en laquelle j'ai appris à avoir confiance plus que tout. Quand tu m'as contacté pour la première fois au sujet du Pantouse de Hartford, je ne savais pas qui tu étais. Je t'ai engagé parce que ton portfolio était remarquable. J'ai découvert que tu étais la fille de Richard plus tard, quand tu m'as parlé de la réunion. Et j'ai décidé que je n'allais pas laisser l'histoire se répéter. Elle tourne son verre de vin lentement. Pas parce que je déteste ton père. Ce n'est pas le cas. Mais parce que je sais ce que ça fait d'être rejeté par quelqu'un qui ne peut pas voir au-delà de sa propre règle de mesure. Je reste avec ça un long moment. Margaret ne m'a pas sauvé. Elle m'a reconnu. Elle a reconnu le regard dans mes yeux qu'elle avait vu une fois dans son propre miroir il y a 30 ans, debout dans le bureau d'un jeune avocat, s'entendant dire qu'elle ne serait jamais assez. Merci, dis-je. Ne me remercie pas, continue juste à construire. 6 mois après le gala, la vente de la propriété de Westport est conclue. Je ne construis pas une maison dessus. Je ne construis rien pour moi-même. Au lieu de cela, je le convertis en un espace de travail créatif partagé. Des studios et des salles de réunion pour de jeunes designers,
artistes et architectes qui débutent. Des gens qui ont besoin d'une porte. Le genre d'espace que j'aurais aimé voir exister quand je dormais sur le sol de ma cuisine avec 3200 € à mon nom. Je le nomme The Haldé Collective. Margaret coupe le ruban. La même semaine, Victoria envoie son dernier email. Je sais que j'ai merdé. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Peut-on parler, s'il te plaît? Cette fois, je réponds. Il me faut 1 heure pour écrire 4 phrases. Victoria, je te pardonne. Je le pense. Mais le pardon ne signifie pas que je te veux de retour dans ma vie. Je te souhaite bonne chance. J'appuie sur envoyer et quelque chose se desserre dans ma poitrine, quelque chose que je ne savais pas encore serrer. 2 jours plus tard, mon téléphone sonne. Patricia. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me dit que cette conversation doit avoir lieu. Pas pour elle, mais pour moi. Une dernière fois. Tu as prouvé ton point, dit-elle. Maintenant, rentre à la maison. Je me tiens à la fenêtre de mon appartement. Les montagnes sont bleues et infinies. Le studio de poterie en dessous joue quelque chose de doux à la radio. Maman, je n'ai pas prouvé un point. J'ai construit une vie. Et c'est ma maison maintenant. Théa, je t'aime, mais... Je ne peux pas revenir à être quelqu'un que tu n'estimes que lorsque les chiffres sont bons. Elle est silencieuse. J'entends sa respiration. Et je me demande si elle pleure encore, ou si elle est en colère, ou si elle est simplement assise dans le silence d'une maison trop grande pour 2 personnes qui ont repoussé la mauvaise fille. Je raccroche doucement. Le foyer n'est pas une maison que vos parents possèdent. C'est celle que vous avez choisie pour vous-même. Alors voilà mon histoire. Je ne la raconte pas pour que vous détestiez ma famille. Ce sont des gens. Imparfaits, têtus, parfois cruels, mais des gens. Mon père a été élevé pour croire que le succès ressemblait à une seule chose, et il ne pouvait pas le voir quand il se présentait vêtu différemment. Ma mère croyait que l'amour signifiait le contrôle, et quand elle a perdu le contrôle, elle a perdu le langage de l'amour. Ma sœur était terrifiée que si je réussissais, son identité entière s'effondrerait parce qu'elle était construite sur le fait d'être meilleure que moi. Ils avaient tort, tous. Mais ce n'étaient pas des étrangers. C'était ma famille. Et c'est ce qui a rendu la douleur telle qu'elle était. Voici ce que j'ai appris. Et je le partage non pas comme un conseil, mais comme quelque chose que je porte avec moi. Vous n'avez pas besoin de la permission des gens qui vous ont abandonné pour recommencer. Vous avez juste besoin d'une porte. Parfois, vous devez construire cette porte vous-même. Parfois, quelqu'un comme Margaret la tient ouverte pour vous. Quoi qu'il en soit, la porte est à vous. Poser des limites avec la famille n'est pas un abandon. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la décision d'arrêter de saigner pour des gens qui ne vous tendront pas un pansement. Aujourd'hui, Haldé Interior compte 14 employés. Notre portefeuille dépasse les 10 millions de dollars. Margaret est toujours mon associé. Daniel est toujours mon avocat. Et chaque matin, je me réveille dans une maison que j'ai achetée moi-même, dans une ville que j'ai choisie, vivant une vie que j'ai construite à partir d'un sol de cuisine et d'une liste de ce que j'avais encore. Richard écrit toujours des lettres. Je les lis toujours. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. C'est mon choix maintenant. Et si vous êtes là-bas en ce moment, assis dans les décombres après qu'on vous ait dit que vous n'étiez pas assez par les gens qui étaient censés croire en vous, écoutez-moi. La meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de construire une vie si pleine que leur opinion ne tient plus nulle part à l'intérieur. Et c'est là que je vais m'arrêter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Maintenant, je veux entendre votre histoire. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille pour vous sauver vous-même? Ou êtes-vous encore en train de décider? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, vérifiez la description. Il y en a une autre qui vous attend juste là. Je vous verrai dans la prochaine.